comme un garçon, je porte un blouson, un médaillon, un gros ceinturon, comme un garçon, moi je suis têtu. Ben, comme l'indique la chanson, c'est pour des garçons. Dis donc, on va se faire engueuler là. Ben, réservé aux mecs, il n'y a que des boutiques pour les femmes, donc un peu pour les mecs. Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Oui, parce que... oui, mais ça va faire macho, ça encore. Mais non, parce que les hommes, ils vont avec leurs femmes et c'est encore les femmes oui, qui ah décident. oui. Ah oui, bien sûr. Ou alors, c'est les femmes qui vont faire un cadeau à leur... Un endroit rien que pour nous, on va pas se priver. Rien que pour nous. Comment s'habiller un peu original? Comment se faire raser? La barbe est à la mode de façon professionnelle. Et surtout, comment choisir un mur végétal, un objet végétal qui va bien dans le milieu urbain. Donc ça, on voit ces concept stores. Et ça, c'est plus masculin que féminin. Oui, parce que il n'y a pas beaucoup de fleurs. Vous allez avoir des ennuis. Il n'y a pas beaucoup de fleurs. C'est très. Vous allez voir, c'est très vert, vert VE2R. C'est très vert VERT. Donc c'est très vert. Je comprends rien. Mais si, c'est très vert. Regardez, c'est très vert. VE2R, regardez, c'est ça l'intérêt. Il y a beaucoup de terrariums et de petites serres comme ça. Ah ouais. C'est vert VE2R et c'est vert VERT. Voilà, c'est ça. Bon, très bien. Dans le terreau, c'est VERS. Dans le terreau, il y en a toujours. Voilà. Et ça vient d'ouvrir, ça? Ouais, c'est assez récent et on en trouve maintenant de plus en plus dans toutes les grandes villes de France. Ça manquait, quoi. Ça manquait et c'est sous le dernier mur de Patrick Blanc, ce mur géant rue d'Aboukir qui a été offert. C'est qui, Patrick Blanc? Patrick Blanc, c'est l'inventeur des murs végétaux. Patrick Blanc, c'est monsieur mur végétal. Et donc, regardez, sur la boutique, il y a ce mur végétal qui recouvre l'ensemble de l'immeuble sur 2 faces et qui est vert bien sûr toute l'année. Alors, quel est le secret de ce concept store? Regardez. Connaissez-vous le mur végétal d'Aboukir à Paris? Un tableau vivant réalisé par Patrick Blanc il y a 3 ans. Une merveille de technologie et de vivacité. Sous ce mur végétal a germé une idée, un concept store dédié uniquement aux hommes, pour une fois. Et dont le thème est le végétal. Le végétal a une importance pour plusieurs raisons. D'une, c'est parce qu'on a ce mur végétal en haut, de 30 mètres, qui est magnifique. Et justement, il fallait que les végétaux leur place pour attirer le curieux qui vient souvent prendre en photo ce mur, ou bien même d'attirer les amateurs et les amoureux du vert. Et c'est pour ça qu'on a créé cette offre qui s'adapte, j'espère, parfaitement à notre clientèle urbaine. On voulait en fait qu'il y en ait pour tous les goûts, autant des cactus, des cactés, la toute petite touche verte qu'on retrouve sur une étagère et qui est plus que facile d'entretien parce qu'elle a une longue autonomie, que des lierres justement qui prennent beaucoup plus de place, qu'on met sur un balcon, sa terrasse. Il y a 0 entretien puisque ça se nourrit que de la pluie. Puis on voit que le terrarium aussi est assez tendance. C'est un produit super intéressant, c'est un microclimat qui est créé dans son bocal. C'est esthétique, c'est original, et en plus de ça, c'est que c'est facile d'entretien. La grande idée ici, c'est d'adopter des concepts végétaux, mais aussi on peut s'habiller selon son look. Se faire tailler la barbe, ou plonger dans de merveilleuses lectures. Tout ça sous le regard bienveillant d'un mur végétal d'intérieur. L'intérêt de présenter un mur végétalisé était de faire en premier temps un rappel avec le mur végétalisé réalisé par Patrick Blanc à l'extérieur, qui est l'Oasis d'Aboukir, réalisé il y a maintenant 4 ans. Le concept du mur végétalisé présenté ici est sans fixation sur les murs. C'est une structure qui est auto-portante, qui fonctionne en autonomie. L'arrosage se régule tout seul par programmateur. Les plantes exotiques utilisées permettant d'assainir notre atmosphère. Les concept stores sont une grande tendance dans toutes les villes de France. Le végétal se taille la part belle du gâteau. Une bonne idée pour découvrir qui c'est, sa vraie personnalité. Bon, mais ça va marcher, ça c'est très ciblé. Ça cartonne, ça va s'étendre. Ah oui, bien sûr. Et ça s'appelle comment? Un concept store, voilà. Moi, je vais pas, voilà. Tout ça est sur Internet, toutes les infos. C'est quoi ça? C'est votre slogan de campagne? Vous allez vous présenter plutôt que d'être dans le marbre, moi je suis dans la laine. Gravé dans la C'est chic. Très bien. Merci beaucoup, jeune homme. À plus tard. Vanavond met me naar Maastricht, kom en kijk hoe de stad leeft. waait hier echt een verbazend licht, zoals lang niet iedere. C'est du néerlandais? Une balade. Vous connaissez ça? Très jolie parole.
Alors ça se passe à Maastricht, c'est comme ça qu'on dit. Comment s'appelle cette foire? C'est la TEFAF, William, The European Antique Fine Art Fair, un truc comme Oui, ça. c'est ça. Bon, bah, Bon, enfin, mais bref. mon accent anglais n'a jamais Alors, été TEFAF, très bon. T-E-F-A-F, oui, c'est voilà, ça. c'est ça. C'est William. Alors je vais vous le faire en français. Salon international d'art et d'antiquité. Voilà. Exactement. réglé. Elle fête d'ailleurs ses 30 ans chaque année et depuis bien longtemps maintenant, tout le monde s'accorde à dire pour dire que c'est la plus extraordinaire dans le domaine de l'art et de l'antiquité. En termes d'expertise et de qualité, il n'y a pas mieux, William. Vraiment, les chefs-d'œuvre sont partout. C'est un petit peu comme si vous alliez au musée. D'ailleurs, cette foire, elle accueille bien sûr tous les grands collectionneurs du monde entier, mais elle accueille aussi les conservateurs de musées qui viennent repérer. Donc, il n'est pas rare de voir des pièces que vous voyez à l'ETFAF, de les revoir après dans les musées du monde entier par la suite. Donc, alors, le monde entier est représenté là. le Il n'y a monde pas que entier, des Européens. dit à peu près, il y a 300 marchands à peu près, il y a une vingtaine de nationalités. Alors, il y a toutes les spécialités, toutes les époques, bien sûr. Il y a beaucoup de tableaux, beaucoup d'objets d'art, beaucoup d'antiquités classiques. Il y a une très belle section sur le design, sur l'art tribal, sur la joaillerie. Il y a vraiment tout. Mais nous, on a fait le choix cette année de nous intéresser à des marchands qui étaient les seuls sur la foire représentants de leur spécialité. Donc, vous allez voir, ce sont des Français. Il y a d'ailleurs beaucoup de Français sur cette foire et ça prouve l'excellence de nos marchands français. Et nous avons rencontré le seul spécialiste en instruments anciens, instruments de musique anciens. Nous avons rencontré le seul spécialiste d'estampes japonaises et le seul spécialiste... Alors vous avez quoi, rencontré des spécialistes qui sont monomaniaques. Ils sont les seuls, voilà, ils sont les seuls. Et le dernier, c'est un spécialiste sur la sculpture animalière du XXe. Regardez. Je présente des objets autour de la musique et des instruments. Et ce piano-billard, il a été breveté en 1859. C'est un piano à queue, mais au lieu d'avoir un couvercle classique, c'est en fait un billard. On n'en connaît absolument aucun autre. Cet ensemble de Bugatti a une place ici, parce que Carlo Bugatti, qui est on dirait maintenant un designer italien, qui fait des meubles particulièrement étonnants pour l'époque, il a fabriqué des banjos pour aller avec les mobiliers et les ensembles qu'il réalisait. Ces 3 pièces, le tableau et les 2 banjos, et les dessins préparatoires des banjos Bugatti, et c'est rarissime. Dont un est particulièrement émouvant, puisqu'il y a sur la vitre un autre petit dessin de Wolinski commentant le dessin de Bugatti. Ici à TEFAF, nous présentons des estampes japonaises. Cette œuvre-là est de Tori Kotondo et c'était l'un des 2 très grands artistes pour la représentation de femmes à cette époque du début du XXe siècle. Dans les années 1920-1930, vous avez eu une utilisation de papier beaucoup plus épais, donc vous pouvez avoir 3, 5, 8 passages pour une même couleur. Cela vous donne des reliefs et toutes ces nuances, ce qu'on appelle des bokashi en japonais, c'est-à-dire des dégradés de couleurs qui n'existaient pas auparavant. Regardez la coiffure de cette femme, vous avez une alternance entre encre noire, mate et brillante. C'est un travail technique absolument remarquable qu'on ne connaît absolument pas dans l'estampes 18e ou 19e siècle. La pièce phare que j'expose aujourd'hui à la TEFAF, c'est cette panthère de Pompon. C'est une pièce unique, rarissime, qui a été exécutée en 1925. François Pompon est le sculpteur du XXe siècle qui a révolutionné la sculpture animalière. Il abandonne les détails, il abandonne le style romantique, il abandonne le naturalisme. Pompon avait l'habitude de sculpter la pierre, c'est un retour à ses premiers amours. Là, nous sommes en 1925, mais lui, dès 1870, il est marbrier au cimetière du Montparnasse. Il entre en 1880 dans l'atelier de Rodin, qui se trouvait à Paris, rue de l'Université. Et là, il rencontre Camille Claudel, et avec Rodin, il sculpte le marbre. On a envie de toucher cette œuvre, elle est très sensuelle. C'est une pierre lithographique qui n'a aucune veine, et lorsqu'on la touche, on a un aspect soyeux sous la main, ce qui est très différent d'un marbre. Belle pièce. Ouais, Ça vous coûte avez cher, vu ça, on ne se rend pas compte. Une petite pièce comme ça?
Oui. Ça coûte un petit peu cher, elle est en négociation, je préfère pas parler de prix. Elle est en négociation. Voilà, c'est ça. Ah bon. Ah ouais. Donc, c'est pas si grand que ça. mais finalement. allez à la TEFAF, William, et puis Où vous ça, à verrez Maastricht, à oui. Maastricht. C'est Oui, jusqu'à demain soir, vous avez On plus ira beaucoup de temps. fêter D'Artagnan. Voilà, et la prochaine Il est mort section, là-bas. la prochaine section de la TEFAF, William, a lieu à New York en mai prochain. Donc, Ah. si vous voulez, on pourra aussi aller voir ce qui se passe à Ah, New zut, York on en ne mai pourra pas la prochain. faire celle-là. Ah non. Eh ben, Pourquoi trop loin, trop cher. Ah, mais non, mais quand ils reviendront à Mais Levallois. là, peut-être que les marchands vont m'inviter. Oui, On ne sait jamais. Tape sur des bambous et c'est numéro 1. Dans son île, on est fou comme on est musicien. Sur Radio Jamaïque. Alors, qui sont ces artistes-là qui font du bruit, mais en harmonie quand même hein. C'est de la Alors, musique. en harmonie, avec une mise en scène, avec... En fait, c'est l'histoire d'un chorégraphe qui s'appelle Vincent Posénas, qui est un chorégraphe français qui avait travaillé pour plein d'établissements, même l'Opéra de Paris, qui un jour se dit, je suis danseur de claquettes, j'ai envie de me mettre à mon compte, j'ai envie de créer mon propre spectacle à moi. Et donc, il vend sa maison, parce que quand on veut faire un spectacle aujourd'hui, avant de trouver un producteur, on vend sa maison pour avoir un petit peu d'argent. Et il monte son propre spectacle il y a 2 ans. Troupe Alors, Tap Factory, c'est littéralement l'usine à claquettes. Sauf que là, ce ne sont pas que des claquettes. Claquettes, bien sûr, percussions, bidons. Il a pris des circassiens avec lui. Tout le monde tape, tout le monde, des gens du cirque. Tout le monde, donc des musiciens, des danseurs hip-hop, des danseurs urbains. Et tout le monde, en fait, tout ça, c'est une grande fresque au rythme. C'est une ode au rythme. Alors, ça fait 2 ans que ça tourne. La première fois que je les ai vus, c'est Jean Dujardin qui en avait parlé dans une émission de notre ami Patrick Sébastien. Il les avait présentés, il les avait vus, il avait trouvé ça formidable. Ils sont partis faire le tour du monde pendant 2 ans. Ce sont les dernières parisiennes. Ils sont ce soir à la Cigale et demain à la Cigale. C'est tellement bien qu'ils font 2 représentations par jour. Les dernières parisiennes, les dernières dates parisiennes. Les dernières C'est pas les représentations dernières parisiennes. Il y a des parisiennes dans le spectacle. Non, C'est non, pas non, les parisiennes, non, c'est pas le non, groupe non. des parisiennes qui est revenu pour C'est les chanter. dernières dates parisiennes. Je traduis, je fais les sous-titres en tout. Merci beaucoup, Yann. Je vous en prie, allez-y. Vous parlez couramment. Donc, je parle couramment le Zeytoun. C'est Sidi Boussaïd. C'est juste à côté de. Ah, bon, on peut pas se tromper. Hein. Et donc voilà, c'est un spectacle proprement étonnant. Faut le voir. Ça dure 2 heures. C'est dans le décor d'une usine. Bien évidemment, c'est inspiré. Il y a les temps modernes qui ont trotté dans la tête de ce jeune créateur. Et franchement, ça ne ressemble Les temps modernes, à rien. c'est Chaplin. Hein, on est bien d'accord. Les temps modernes. Merci William. Je vous en prie. On y va. On le bah, voit. maintenant, oui. Maintenant, on sait tout. Tap Factory, c'est le rythme au service de la bonne humeur et d'un spectacle complet qui touche toutes les générations. J'ai voulu faire un spectacle qui mette en valeur les claquettes dans toute leur splendeur, mais surtout c'est un spectacle qui est vraiment une ode au rythme. Il y a de tout là-dedans et c'est ce qui fait la beauté de ce spectacle. Parce que les gens ont tendance à croire que tout de suite, quand on entend Tap Factory, c'est tout de suite les claquettes, tout ça. Non, pour moi, ce spectacle, c'est un tout. Alors nous avons des acrobates, nous avons des percussionnistes, des musiciens, des danseurs de hip-hop, des claquettistes bien sûr. Et la spécificité de ce spectacle, c'est que chacun est très très fort dans sa propre discipline, mais en même temps très polyvalent. Je voulais qu'il y ait beaucoup de contrastes, autant au niveau visuel qu'auditif. Par exemple, on va passer d'une grosse tournerie de percussion très puissante à un danseur qui arrive et qui va jouer de la flûte peul avec un acrobate qui fait des choses incroyables. Le décor de ce spectacle, et c'est une usine. Pourquoi? Pour moi, l'usine, c'était vraiment le lieu idéal pour créer cette fusion entre toutes ces différentes disciplines. Et puis je pense qu'il y a un petit hommage, un petit clin d'œil à Charlie Chaplin peut-être aussi, non? Oui, bien sûr, Charlie Chaplin, pour moi, c'était un génie. Et les temps modernes sont effectivement une énorme influence. Comment ne pas penser à ça en voyant une usine? On a vu les Stompes il y a quelques années, les Fils Monkey ont fait un énorme carton l'été dernier à Paris. Comment expliquez-vous que le rythme soit autant à l'honneur dans les spectacles aujourd'hui?
Le rythme, c'est le langage universel qui ne fait pas appel à la compréhension. Déjà, les fœtus dans le ventre de leur mère qui grandissent là pendant 9 mois, ils entendent les battements de cœur. Et c'est déjà du rythme. Ou quand on porte des enfants dans les écharpes derrière le dos ou sur les portes bébés, il y a le rythme de la marche qui s'intègre en eux aussi de la même manière. Voilà, c'est quelque chose d'universel. Pour moi, Tap Factory, c'est le rythme de la vie. Mais ils sont pluridisciplinaires parce qu'il sait tout faire. Il sait jouer d'un instrument, il sait faire... Il est danseur urbain, mais il est absolument Conan Kwasi. Puis il parle bien, le Tap Factory, c'est le rythme de la vie. Le rythme de la vie que nous sommes allés refilmer et recueillir à Pavillon-sous-Bois, Maison des Arts de Pavillon-sous-Bois, un petit théâtre de Pavillon-sous-Bois, dans le 93, en Seine-Saint-Denis. Une maison avec une directrice qui lutte pour garder son budget culturel et continuer à proposer des spectacles aussi jolis que Tap Factory. D'accord. Et eux, ils n'ont pas besoin de sous-titres, parce que dans le monde entier, on comprend le spectacle. Tap Factory, usine non, à mais claquettes. on n'a pas besoin d'avoir... Il n'y a pas de texte, c'est assez clair comme ça. C'est assez clair comme ça. Et franchement, vous ne voyez pas passer l'heure et demie, ça passe tout seul. Spectacle à aller voir avec des enfants aussi. Très bien. Merci Frédéric. Bon, allez, on commence par lequel? Par le chasseur français. Il y a une excellente idée dans le chasseur français pour les travailleurs qui ne peuvent pas rentrer chez eux le midi, qui n'ont pas de cantine sur leur lieu de travail. Ça s'appelle Mamie Régale. Et c'est une initiative d'une 60aine de retraités de la région toulousaine qui font la cuisine pour ceux qui travaillent. Donc ils ont monté leur entreprise, les retraités, ce qui permet d'arrondir leurs retraites qui ne sont pas toujours mirobolantes. En moyenne, ça leur fait 10 € de l'heure, soit à peu près le SMIC, sans sortir de chez eux, puisqu'ils cuisinent chez eux, ce qui est pas mal. Vous voyez... L'un des cuistots, par exemple, qui est un ancien boulanger-pâtissier, vous voyez aussi l'emballage de leur petit plat, qui est rose, puisqu'on est à Toulouse, la ville rose. Alors, les retraités qui travaillent pour cette entreprise disent que de toute façon, ils s'ennuieraient à ne rien faire, et puis qu'il n'y a pas l'intérêt financier, il n'y a pas que l'intérêt financier pour eux. Lui, le monsieur qu'on a vu, il fait des sèches à la sétoise et des tartelettes au citron. Il y a aussi la spécialiste du pain perdu, celle des lasagnes, celle de la tarte aux poireaux. Voilà, donc ils préparent pour vendre ensuite aux gens qui travaillent. Et côté clients, les voici, les clients. Comment ils font? Ils livrent alors Alors, c'est le site web qui fait le lien entre les deux. Parce qu'il y a un site internet, je vais vous montrer ça, vous allez voir. Les retraités préparent et les clients, ça leur coûte 12 € le repas. Tout ça est encadré par le site web qui donne des conseils aux retraités sur ce qu'il faut faire, ce que les clients aiment ou n'aiment pas, les normes d'hygiène, etc. Et le site, le voici. Alors attention, il faut que votre entreprise soit abonnée au site, ce n'est pas individuel. Et l'entreprise considère que ça remplace une cantine, par exemple. Et ça ne marche que dans la région de Toulouse. Mais enfin, c'est une initiative peut-être à imiter dans d'autres régions. Vous trouverez tous les détails. Mais les commandes se font par individu. Ce n'est pas l'entreprise qui commande pour son personnel. Chacun commande ce qu'il a envie. Vous commandez ce que vous voulez, mais il faut que votre boîte soit inscrite. D'accord. Voyez. Et donc, le site s'appelle Mamie Régale. Vous le trouverez très facilement sur Internet. Sinon, achetez le chasseur français. Pour l'instant, c'est sur cette région-là. C'est Toulouse, oui, exactement. D'accord. Mais c'est une bonne idée. Oui, bonne idée. Toujours en gastronomie, je passe au magazine Notre Temps hors série Santé, dans lequel on trouve entre autres des recettes de cuisine qui ont toute une particularité, c'est qu'elles utilisent des fruits secs, parce que vous savez peut-être qu'on n'en mange pas assez, noisettes, amandes, noix de cajou, etc., qui sont pleines d'oméga 3, oméga 6, ces graisses excellentes pour le cœur. Voici donc une crème d'avocat au lait de coco sur laquelle on a parsemé des noix du Brésil et des pignons de pin, ainsi que de la burrata, ce fromage proche de la mozzarella. Également un wok de pâtes et poulet à la coriandre à droite, dans lequel on ajoute amandes, pistaches, noix de cajou. À gauche, c'est du houmous, cette fameuse purée de pois chiches à la libanaise, mais avec en plus des noix qu'on a mixées dans la recette. Il y a aussi des desserts. Vous trouverez tout ça dans Notre Temps Santé. Ça a l'air de vous plaire, William. Mais ça, le houmous, ça c'est formidable. Aux noix. Ah ouais. Un peu d'évasion maintenant. On va aller très très loin de ces basses préoccupations gastronomiques. Avec ce hors-série de Science et Vie Junior, numéro sur les secrets du système solaire, si vous voulez quitter les préoccupations terrestres. Achetez ce magazine qui vous dira par exemple comment fonctionnent les nuages de Jupiter. Vous savez, Jupiter, il y a plein de bandes de couleurs qu'on voit ici qui évoluent au fil du temps. On pense que ce sont des tempêtes. Chaque bande est un vent d'une très grande violence, des sortes d'ouragans qui ne s'arrêtent jamais. Autre planète, Neptune, dont la surface serait peut-être constituée d'un océan de carbone liquide où flottent non pas des icebergs, mais des diamants. Et oui. Ah bon c'est l'une des hypothèses des scientifiques. Vous savez que le diamant, c'est du carbone, sous une certaine forme. Un peu d'histoire aussi, avec la façon dont on a découvert toutes ces planètes de par l'histoire. Donc à lire dans ce numéro spécial de Science et Vie Junior sur les secrets du système solaire. C'est junior, mais c'est pas que pour les enfants. Franchement, c'est très accessible. C'est agréable, parce que Science et Vie tout court, c'est un peu technique parfois. Et je termine avec les cahiers de Science et Vie. Les cahiers de Science et Vie qui sont un autre magazine de la galaxie Science et Vie, qui nous rappelle que jusqu'au 12 novembre, le musée du Quai Branly
propose une belle exposition sur l'Afrique, plus précisément les routes commerciales de l'Afrique, les échanges avec l'Orient ou avec l'Europe, donc des masques, des objets religieux, des sculptures, au musée des Arts Premiers Quai Branly à Paris et dans les cahiers de Sciences et Vie. Merci beaucoup. Franco-américaine. Ouais. Louis Jourdan, c'est vrai pour ceux d'entre nous, ça rappelle de bons souvenirs. Cet homme charmant, très élégant. Très beau. Ouais. Très, très beau. Qui a longtemps vécu aux États-Unis. Oui, après la guerre, il s'est installé là-bas, William. Le dernier French Lover d'Hollywood, c'est le titre du livre d'Olivier Mine, notre Olivier Mine. Le nôtre, oui. Édité chez Séguier. Il y a un faux air avec Olivier, non? Alors, ben voilà, William. Oui, le non point de, oui, le point de départ le point de départ de ce livre, nous sommes dans les années 80. Olivier prend des cours de théâtre en Belgique et sa prof de théâtre lui dit: vous avez deux problèmes, Olivier. Vous jouez un peu comme Cary Grant et vous avez l'élégance de Louis Jourdan. Le problème, on est dans les années 80, c'est plus du tout le profil de comédien qu'on recherche. Ah oui, c'est pas la mode. C'est pas la mode. D'accord. Donc Olivier met dans un petit coin de sa tête donc cette référence à Louis Jourdan. Et puis vous savez qu'Olivier passe une partie de sa vie, de l'année à Los Angeles. Il habite aux États-Unis une partie de l'année. Il découvre l'adresse de Louis Jourdan. Il va en 2010 frapper à la porte de Louis Jourdan. Car il habite encore là-bas. Il habitait là-bas, ouais. exactement. Il frappe, il voit un homme un peu bourru, assez solitaire, il vit avec sa femme encore à l'époque, mais un peu misanthrope, un peu. Et donc petit à petit, Olivier est parvenu à l'apprivoiser pendant 5 ans, jusqu'à son décès en 2015. Olivier passait plusieurs après-midi par semaine auprès de Louis Jourdan et il a recueilli ses souvenirs. Et alors ce qui est formidable, William, c'est si ce bouquin n'était entre guillemets qu'une biographie. Oui, bon, parce que Louis Jourdan a fait carrière, mais ça n'a non plus été la star. C'est bien parce qu'il a rencontré tout le monde. C'est ça qui est pas. Oui, d'abord il a rencontré. Et surtout, Olivier vous raconte en parallèle les années 46-47, quand Jourdan arrive aux États-Unis, il signe son contrat. Et 2010, Olivier avec ce monsieur qui vieillit dans sa maison, avec ses souvenirs qui partent un petit peu en quenouille. Oui. C'est très émouvant. À plusieurs reprises, j'avais les larmes aux yeux et c'est divinement écrit. J'ai dit: Olivier, vous vous êtes fait aider. Il m'a dit: non, un écrivain est né. Nous l'avons rencontré, regardez. Bonjour Olivier. Bonjour Damien. Pourquoi Louis? Pourquoi lui? C'est une bonne question. En fait, je pense que j'ai voulu rencontrer Louis pour 2 raisons. D'abord parce que l'élégance me fascine, m'a toujours fasciné, mais surtout parce que c'était mon énigme, c'était mon mystère. Qui était donc cet autre à qui je ressemblais un peu et que je le connaissais si peu? I've got you under my skin. À la lecture de votre livre, on découvre qu'il a été lancé tel un produit marketing, Jourdan. Les Américains ne font rien à moitié. C'est fou, la campagne de pub, avant même qu'il joue dans un film américain, était incroyable. Incroyable. Il a suscité une envie avant même d'avoir joué quoi que ce soit pour le public américain. Car aucun film français de Louis n'avait été projeté en Amérique. Donc c'était le bel inconnu. Oh, my love, my darling. Est-ce que son gros problème, son drame, ce qui peut paraître totalement hallucinant, c'est qu'il était trop beau? C'est vrai. C'est vrai que sa beauté était toxique par rapport aux aspirations profondes qui étaient les siennes en tant que comédien. C'est étrange de devoir dire ça. Donc cantonné un peu au bellâtre? C'est ça. Lui pensait qu'il allait pouvoir y échapper. Et surtout quand l'Amérique lui a ouvert la porte. Et en fait, ça a été pire encore. Mais il le reconnaissait d'ailleurs. C'est ce physique-là qui lui a permis aussi de commencer. Au moment où il signe son contrat avec Hollywood, il comprend qu'il est pieds et poings liés. Pourquoi? Les contrats à l'époque sont encore des contrats hérités de la période du muet. C'est des contrats de 7 ans. Vous êtes payé que vous fassiez 10 films, 20 films, 0 film. Vous n'avez aucun droit sur votre image, bien sûr. Vous n'avez aucun droit de discuter les rôles que l'on vous donne. Vous pouvez refuser, bien entendu. Ce n'est pas recommandé. Vous refusez une première fois, une deuxième fois, vous êtes puni. Tout était fait, régenté, pour qu'en fait, vous ne soyez plus qu'une marionnette à fil. Close your eyes. Stop your lips. Nicholas. Ce qui est fou, c'est qu'il a incarné le dernier French Lover d'Hollywood alors qu'il détestait cette image. Oui, parce que pour lui, elle était réductrice. Le French Lover, c'était un produit rare à l'époque, un produit d'exception. Et il fallait que ça roule, il fallait qu'il y ait cette pointe d'accent, bien sûr. Il fallait que vous incarniez, à la fois dans la voix, dans le regard et dans votre physique,
toute cette élégance française, ou en tout cas l'idée que les Américains de l'époque avaient de l'élégance française. Unforgettable in every way. Du coup, ce livre, est-ce qu'il a pu le lire? Non, il ne l'a pas lu. Mais je vous avoue un truc, c'est que je suis à la fois désolé qu'il n'ait pas pu voir l'objet, et en même temps, je pense que mon écriture a été plus libre parce que Louis n'était plus là. Merci beaucoup. Merci à vous. Il a joué un rôle de méchant, William. Ah oui. Octopussy en 83, donc le méchant de James Bond. Lui qui voulait tellement sortir du rôle du beau gosse. Et il est décédé le 14 février 2015, le jour de la Saint-Valentin. Louis Jourdan, à l'âge de 93 ans. Vraiment, ce livre, vous allez vous régaler. Si vous pleurez, c'est normal. C'est l'effet normal. Chez Séguier, Louis Jourdan, le dernier French lover d'Hollywood, signé Olivier Mine. Merci beaucoup. L'actualité de la gastronomie avec Loïc Ballet et son triporteur. On vous parle souvent ici de tables étoilées avec ces gourmands qui viennent du monde entier pour déguster ces menus-là. Mais qu'est-ce que c'est qu'avoir 3 macarons? C'est vrai ça? C'est une bonne question. Et avec Loïc, nous avons rendu visite à un restaurant qu'on avait presque suivi à ses débuts. Quoique, il y a au début, vous n'étiez pas né, vous. Non, pas vraiment, effectivement. Alors là, on vous emmène du côté de Saint-Martin-de-Belleville. On est en Savoie-Mont-Blanc et on a choisi ce territoire, Savoie-Mont-Blanc, parce que c'est la deuxième région de France la plus étoilée, derrière Paris en fait. C'est-à-dire qu'il y a 32 établissements étoilés. 32 établissements étoilés. Il y en a quand même sur les 26 restaurants, 3 macarons en France. Il y en a 3 qui sont là-bas, en Savoie-Mont-Blanc. Ah oui. Voilà. Donc c'est quand même pas rien. Il y a Emmanuel Renaud à Megève. On a notre ami Les Meilleurs, qu'on est allé voir justement. Les Meilleurs, c'est leur nom. Hein. Voilà, Les Meilleurs. C'est pas un qualificatif. Non. Bah, il s'appelle comme ça, on leur a fait le coup. Bien, voilà. Imaginez, René et Maxime Meilleur. Et en fait, ce qui est assez incroyable, si je vous emmène là-bas, c'est parce que René, quand il achète ce bout de terrain, sur le bord de la route, on est à Saint-Martin-de-Belleville, on monte sur Val Thorens, et là, sur cette route, il en avait assez de voir passer les touristes et qui ne s'arrêtaient pas. Donc il s'est dit, moi, sur ce champ de patates, qu'il a échangé en refaisant la toiture d'une voisine, elle lui a filé le bout de champ de patates, il a installé son restaurant. Au départ, il faisait des raclettes, il mettait des prospectus sur les pare-brises pour que les gens viennent chez lui. Et puis, mais il était restaurateur, de toute façon, au début. Autodidacte, complètement autodidacte. Pas fait d'école de restauration, enfin voilà. Et un jour, il a une révélation, il va chez Paul Bocuse. Et il se dit, c'est ça que je veux faire. Et il va se mettre à chercher les temple. Voilà. Et là, d'un coup, il se dit, je vais chercher les étoiles. Et petit à petit, il va gagner 1, 2, voire 3 étoiles. Et c'était important de se rendre chez lui parce que chez René et Maxime, on est allé les voir au moment où ils venaient d'avoir les 3 étoiles. Donc ils étaient en euphorie, tout le téléphone sonnait, tout ça. Mais nous, on est allé voir 2 ans après, qu'est-ce que ça apporte d'avoir 3 étoiles ils ont dit quoi, des ans non alors là, c'est-à-dire qu'ils n'arrêtent pas de travailler. Les gens viennent du bout du monde pour venir goûter leur cuisine. Alors nous y sommes allés. Regardez. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas très bon en planter de bâtons. Alors on s'est dit, on va prendre une motoneige. La preuve, en image. Allez hop, on y va. Il y a combien de temps il y avait quoi là? Il paraît qu'au début, il y avait un champ de patates. Ça a démarré par un champ de patates. Un champ de patates que j'ai échangé avec une voisine pour lui refaire son toit. Donc toute l'histoire a démarré comme ça. On est en quelle année là? 76. L'histoire, c'est que je voyais arriver tous les skieurs au bord de la route, affamés. Il y avait 200-300 personnes qui arrivaient et j'ai décidé de leur donner à manger. Voilà. Cette idée de restaurer des clients, elle n'a pas changé, même aujourd'hui avec 3 étoiles? Non, c'est exactement la même chose. Ça nous a libérés de tout ce qui était un peu compliqué, de savoir si on pouvait arriver ou pas arriver. Là, on y est, donc tout est libéré. Ça veut dire que ces 3 étoiles, c'est plus une libération qu'une camisole pour vous? Ah ben, c'est une libération totale. Hein. Bon, puis René, on lui met pas de camisole. Non, c'est pas possible. Qu'est-ce que ça a changé, 3 étoiles finalement? En fait, ça change, on a plus de monde. En fait, ça nous remplit les tables vides. 2 ans après, on parle d'avalanche, mais c'est vraiment un tsunami. Hein. C'est un truc qui est un peu incroyable. Et on embauche du monde et ça développe l'hôtellerie. Et ça, vous l'auriez pas fait si vous n'aviez pas eu 3 étoiles? Disons,
On peut vivre sans, mais on vit mieux avec 3 étoiles. C'est de la rigueur. Il y a 40 personnes autour de moi. J'ai la chance d'avoir mon père. On discute, mais lui, il bosse derrière et vice-versa quand c'est l'un ou l'autre. On cuisine toujours pour les mêmes convictions ou pas? Ah oui, parce que surtout, le Michelin nous a dit surtout ne changez rien. Donc il faut rien changer, mais il faut tout améliorer. But sometimes we forget we're losing essence. Je crois qu'on atteint les records d'altitude pour la cuisine dans le triporteur. Ah ouais, donc 2700 mètres. Ah oui. Là, on est au niveau dans la vallée des Bellevilles. On a un panorama sur la Vanoise. Là, on est plutôt végétarien dans cette recette. Alors, on va faire en fait blanchir chaque légume séparément. Alors là, on a des radis glaçons. On va avoir des petits radis multicolores, des betteraves, encore une fois, de plein de petites couleurs, des mini poireaux, il y a des hoquets crônes du Pérou, on a des crônes. Là-dessus, on va mettre un petit chou là. Et après, on a des petites herbes. On a des oseilles de différentes couleurs. Et là-dessus, on va mettre une crème triple. René, ça, la triple crème, c'est la première crème qui est sur le chaudron de la traite. D'accord. Donc on a une crème qui est très épaisse comme ça, et très riche. Donc en fait là on a rajouté des citrons caviar. C'est des petits citrons qui sont ovales et quand on les gratte ils ont comme des grains de caviar. Donc c'est jus de citron, oseille, fleur de sel, poivre et donc cette crème. Je suis embêté parce qu'on n'a qu'une assiette, c'est ça? En fait, si on donne un légume par personne, je pense qu'on arrive à aller un petit apéritif. Il y a une particularité quand même au-delà de cet immense talent. Vous avez vu avec quoi il travaille? Ah bah, ça c'est... Non, mais vous n'avez pas remarqué. La pince à épiler. Ah oui, mais ça au dressage... Le père et le fils, ils travaillent avec une pince à épiler pour chaque produit. Alors ça, il y a beaucoup de chefs maintenant qui l'utilisent oui, parce qu'au pince, ça leur permet de ne plus... finalement, parce que les doigts sont un peu gros, nos doigts. Donc là, avec banal, la pince, voilà, vous êtes d'une précision. Voilà, c'est du côté de Saint-Martin-de-Belleville et c'est plutôt une belle adresse. Et là, c'était le restaurant de piste à 2700 mètres, qui est au-dessus du restaurant. Merci beaucoup. Alors voilà, si vous avez quelques réticences sur ce qu'on appelait il y a encore quelques années le fond de teint, on voyait un truc épais comme ça, on s'en foutait, on disait c'est bon, c'est un masque. Compacts, oui. Eh oui, bon, alors il y a de nouvelles tendances, c'est quoi? Alors on appelle ça les cushions. Les cushions. Cushion. Cushion. Cushion, ça veut dire ça veut dire coussin. Coussin en anglais. Et là, de nouveau, ça nous vient des Coréens, des Coréennes, parce que vous savez qu'elles sont férues de produits de beauté et elles sont vraiment au top de ce que l'on peut faire. Et ces fameux coussins, ces cushions en fond de teint, c'est un nouveau geste qui permet de déposer et surtout de faire des textures avec des pigments. Et du coup, on prélève uniquement la bonne partie du fond de teint. Ça ne fait pas de traces. Ça vous donne un teint frais, lumineux, impeccable. Et c'est génial parce que vous... Exactement. Et parce que vous l'avez aussi. Vous mettez ça le matin, vous vous maquillez. Vous mettez ça, William, dans votre sac et vous pouvez faire des retouches. Sans problème. Et vous avez bonne mine, William. Moi, c'est simple. Mes barésilles, mes talons aiguilles, voilà. un petit cushion. Pour comprendre un petit peu ce qui se passe avec ces cushions, donc nous avons rencontré un directeur de la communication scientifique pour nous expliquer sur les cushions. On l'écoute, regardez. Un petit cushion. Les cushions, c'est une véritable révolution de packaging qui est venue au départ de la Corée. L'idée est de transformer un produit qui est un produit fluide, un produit liquide, en compact pour pouvoir le transporter. Cushion veut dire coussin et c'est cette éponge qui est au fond. Et avec une deuxième éponge qui est contenue dans le packaging, on va pouvoir prendre exactement la bonne quantité de produit. Chez Dior, nous avons une cushion qui s'appelle Your Skin Forever. La gamme va comprendre 4 teintes. Du fait de la finesse du film et de sa capacité d'étalement, chaque teinte va pouvoir couvrir un beaucoup plus grand spectre de couleurs de peau. Ce produit va apporter un fini extrêmement fin et de la matité, un système de tenue longue durée avec une très très grande fiabilité, une très très grande fidélité de la couleur dans la journée. Et derrière ça, on va avoir une fraîcheur, une légèreté à l'application qui va être même parfois supérieure à certains fonds de teint fluides. Le Wonderful Cushion de Sephora est enrichi en pigments, disponible en 6 teintes. Couvrance optimale et zéro défaut pour le teint Idol Ultra Cushion de Lancôme. Tenue longue durée et fini mat pour le Cushion encre de peau d'Yves Saint Laurent. Protection maximale Made in Japan avec le Cushion blanc chroma UV de Shu Uemura. You gotta
fortunate. Ce type de packaging permet de prendre la juste quantité et permet avec cette double éponge d'avoir le parfait étalement. Et c'est encore plus économique, même à un certain niveau, parce que le produit est rechargeable. Ce qui va rendre un résultat quasi professionnel à la portée du commun des mortels. Et ça va être un rendu qui va être totalement parfait. Voilà, un rendu parfait. Si on dit coussin, coussin c'est bien aussi, coussin. Oui, non, on va dire coussin. On va dire coussin, d'accord. Et donc, toutes les marques s'y mettent alors? Toutes les marques s'y mettent. On en trouve même aujourd'hui au niveau des blushs, au niveau des rouges à lèvres. C'est vraiment un principe qui aide à avoir le minimum de produits. En plus, c'est assez économique parce que c'est rechargeable. Au niveau des prix, ça démarre à peu près dans les 20 € en grande distribution jusqu'à 70 € dans les parfumeries, avec là des produits plus élaborés, avec des anti-UV, des produits de soins, et vous avez vraiment un teint parfait. Et vous le glissez dans votre sac, vous l'avez toute la journée, vous faites des retouches, William. Il aura sa place dans mon sac. Merci beaucoup. Alors, c'était un spectacle qui avait réussi à remonter le temps, si j'ose dire, et qui vous fait revivre toutes ces stars. Vous avez entendu effectivement Dalida, mais il n'y a pas qu'elle. Il y a qui d'autre alors, il y a beaucoup de chanteurs. C'est-à-dire que tout un chacun avait cette idée des générations entières de ressusciter des chanteurs tragiquement disparus, qui étaient des emblèmes, des icônes de plusieurs générations. C'est le but du jeu? Le but du jeu, c'est de les recréer. Attendez, les recréer, oui, mais que de prendre ceux qui ont eu une fin tragique? Non, parce qu'il y a Sacha Distel dans le lot. Sacha Distel n'a pas eu une fin tragique. Enfin, il y a Mike Brandt, fin tragique. Oui. Dalida, fin tragique. Claude François, fin tragique. Et en plus, Sacha Distel, mais on sent que Sacha Distel, on intéresse une génération autre et on intéresse des gens qui... on a un spectre de public plus large avec Sacha Distel. Alors, tout un chacun avait voulu faire ce genre de choses. Et là, c'est une entreprise, c'est français. Le produit est français. Et on a recréé ces 4 chanteurs. Le principe... Claude François est sur un plateau de télévision. Allez, on fait un grand show ce soir. On fait un peu l'idée de faire un grand show. Et puis, il appelle ses copains pour faire le show. Il appelle Dali. Dali vient faire le show avec moi. Il appelle Mike et il appelle Distel pour faire un show tout ensemble. Et alors, donc, il y a un procédé extrêmement compliqué, mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le rendu de l'affaire. Où tout un chacun, des hologrammes qui sont là. Mais les hologrammes, c'est compliqué parce que il faut reconstituer et restituer l'élasticité de la peau, les rictus de tout un chacun. Il faut que ce soit crédible. Je veux dire, les tics qu'avait tout un chacun. Un peu sinon, fantôme, c'est affreux. 4 ans de préparation, et le moment le plus terrible, ça a été, en plus à tout point de vue, quand l'équipe de production a voulu montrer les hologrammes aux familles, ceux qui étaient à leur accord, et quand les familles ont vu le moment d'émotion, par exemple, quand Orlando, dont on sait l'amour qu'il portait et qu'il porte toujours à sa sœur, quand il a vu sa petite sœur Yolande sur scène, quand Francine Distel a vu Sacha, quand la nièce de Mike Brandt a vu Mike sur scène, et quand les 2 fils de Claude François ont vu leur père, ça c'était un moment absolument difficile. On aurait dû être là, tiens. Ah oui, et alors, ils ont été exigeants. Alors vous allez voir ce que ça donne. Donc le principe c'est le show. Ce qu'il faut voir, parce que l'entreprise est un peu à la fois bizarre et magnifique, de voir le plaisir que ça procure. Est-ce que c'est vrai, quoi? Est-ce que c'est vrai, vraisemblable? Est-ce que la légende est plus belle que la vérité? En avant, ça s'appelle Hit Parade. Tu es belle comme chantée comme une chanson française. Le concept de Hit Parade, c'est de proposer une nouvelle expérience au public grâce à cette nouvelle technologie qui est l'hologramme. Nous allons pouvoir accueillir le public en 1975. Les mecs, on reprend plus vite. 2. J'attendrai le jour et la nuit. J'attendrai toujours ton retour. Nous avons construit ce show en rencontrant bien sûr Orlando, le frère de Dalida, en rencontrant Zvi Brandt et Yona Brandt, Zvi étant le frère de Mike et donc sa nièce Yona, et puis Laurent Distel et Julien Distel qui sont les enfants de Sacha. Et Sacha Distel était aussi important dans ce spectacle pour son expérience dans le Sacha Show.
touche pas, car j'ai le moral et je me dis qu'après la pluie vient le beau temps. Moi, je trouve ça absolument extraordinaire d'avoir la chance, grâce à la technologie actuelle, de voir mon oncle. Comme s'il était là, j'ai malheureusement pas eu la chance de le connaître. Je suis née 1 an après sa disparition et là, il y a beaucoup d'émotions. Il y a une équipe extraordinaire. C'est 2 ans de collaboration, de passion, d'énergie. On savait pas où on allait. C'est une aventure extraordinaire et c'est un très beau spectacle. Donc, je suis très fière que mon oncle soit dans ce spectacle précurseur, novateur et qu'on puisse surtout découvrir comment il était et quel performeur scénique c'était. Laisse-moi t'aimer, rien que de nuit. Laisse-moi, rien que de nuit. Donc c'est plus de 20 personnes sur scène, 22 personnes sur scène entre les danseurs, les danseuses, les comédiens et les musiciens. Et puis c'est une équipe technique digne d'une grosse comédie musicale. On est environ 70 personnes à travailler sur le spectacle et à partir en tournée avec ce show. Le rendez-vous de ce soir était très important parce que c'est la première fois que le spectacle est confronté au public. Et le public, c'est les patrons. Donc voilà, c'était le moment le verdict, en fait, ce soir. Et quand je les ai vus se lever, se déchaîner, chanter sur la fin du spectacle, le pari y est gagné et on s'est tous tombés dans les bras. C'était une belle soirée. C'est en tournée dans toute la France. Et ça s'appelle comment? Alors, ça s'appelle Hit Parade. Alors, ça s'est joué au Palais des Congrès à Paris avec un certain succès, d'ailleurs, un succès certain. Ça, maintenant, ça reprend une tournée qui démarre le 6 avril à Épernay, Metz, Maxéville. On sera sur les îles de Dunkerque et ça fait une tournée qui va à travers la France. Mais c'est à la fois émouvant et original et inattendu, vraiment, de les réunir en plus. Attends. Marie-Dominique Perrin a découvert 2 gîtes uniques en leur genre. Pourquoi uniques en leur genre? Ils sont complètement décalés, un peu barrés. Hein. Les personnes qui les gèrent un peu aussi, vous allez voir. Alors le premier s'appelle American Dream. Il est situé en Lot-et-Garonne et franchement, c'est un vrai rêve américain. Il a été conçu par des fans absolus des Cadillacs, de la route 66, Miami Beach, etc. Alors on peut aimer ou détester, mais franchement, ça laisse personne indifférent. C'est ce qu'on va trouver. Et ils sont tellement dans leur monde qu'ils en deviennent irrésistibles. D'accord. La deuxième adresse, elle est à Trouville. Alors là, c'est chez un restaurateur bien connu, des gens qui vont à Deauville ou à Trouville le week-end, et puis aussi des acteurs américains qui fréquentent sa brasserie, parce que quand ils viennent au Festival américain de Deauville. Et dans la même rue où il a son restaurant, il a acheté une petite maison de pêcheur et il l'a décorée avec ses passions aussi, très vintage, très années 60-70. Et ses chambres, c'est un peu le showroom, vous savez, d'un papier peint à petite fleurette qui faisait Florès, on peut dire, dans les années 60-70, j'ai pas le droit de dire la marque. Et franchement, c'est irrésistible. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. On commence par lequel? On commence par le Lot-et-Garonne. D'accord. C'est une plongée dans tous les clichés de l'Amérique que nous invitent à partager 2 grands enfants de la Genée. L'histoire a commencé avec les voitures américaines. On est des passionnés de musique rockabilly, on va dans les festivals, on adore cette époque des années 50-60. C'est devenu une évidence, il fallait qu'on fasse un gîte sur ce thème-là. Petit à petit, on a accumulé des objets qui allaient bien ensemble, comme la banquette diner. On voulait absolument avoir cette banquette-là, dans ces couleurs-là. La table avec le tour chromé. Le rose, c'est vraiment la couleur acidulée des années 50. On s'est vraiment lâché sur la déco. On a vraiment fait ce qui nous plaisait. On l'a fait vraiment à notre goût. On a représenté l'État de New York. Moi, ado, j'avais déjà des posters de Marilyn et de James Dean dans ma chambre. Nous avons fait aussi une chambre sur le thème western, l'Ouest américain, puisque le principe était de représenter un peu chaque État américain dans le gîte.
On a représenté Hawaï avec la terrasse et le Nouveau-Mexique au niveau de la piscine. On a attrapé le virus des États-Unis, mais sans y aller vraiment. Il va falloir qu'on réalise le rêve maintenant. Au cœur de Trouville, un resto style Boguedita à Cuba. Un bar de jour, un bar de nuit. À côté, un gîte totalement décalé où le patron n'a qu'à traverser la rue pour livrer le repas à ses hôtes. C'était une maison de pêcheurs. Là, ici, il y avait une cour à la place de la Verrière. C'était un grand délire, il y a 24 ans, un type qui a voulu faire plaisir à sa femme, a construit une maison absolument incroyable en dépensant pas mal de sous. J'ai récupéré ça il y a 1 an et je me suis amusé à l'encanailler. J'ai chiné partout, des fauteuils de coiffeur, des peintures. Et vous avez des photos de Michel Treillet sur le mur. Audrey Hepburn qui se trouve dans le vrai théâtre de Trouville qu'on essaye de sauver. Vous avez notamment Grace Kelly qui est dans la vraie Mustang de Un homme et une femme. C'est un petit bijou, c'est un vrai bonbon. Les moquegnanes d'Angleterre, les salles de bain sont en marbre. En fait, je stocke, je chine partout et puis à un moment donné, je fais mes mélanges. J'adore les mélanges de styles. Voilà, j'ai pas peur. Même au niveau des époques, ça m'inquiète pas. J'y vais. C'est ma faiblesse, les années 50. Je m'amuse comme un gosse, j'ai pas... Voilà, j'ai l'impression que 30 ans en arrière, c'est hier, il y a quelques heures. C'est bien ça, ce décor. Est-ce qu'il y a le tourne-disque pour qu'on puisse venir avec nos... Hein? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, je voulais juste ajouter, William, que le week-end prochain, les Gîtes de France, qui est le label leader français et même européen du tourisme chez l'habitant, fait des portes ouvertes et vous pouvez gagner des séjours. Alors, n'hésitez pas, si vous voyez le panneau Gîtes de France, à aller frapper pour voir comment commencer si vous avez jamais goûté à la chambre d'eau. Merci beaucoup. Et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Et en fouillant dans les actualités télévisuelles et cinématographiques, on a retrouvé des choses qui avaient un rapport avec le bonheur. Mais ça fait un bout de temps qu'on parle de ça tout le temps, depuis des années. Ah bah depuis toujours, vous voulez dire. Non, parce qu'il y a une journée du bonheur, en fait. Je n'ai pas dit ça. Tout à fait. C'est la journée internationale, le 20 mars. Le 20 mars, oui, d'accord. Bon, au moment du printemps, quoi. Oui, tout à fait. D'accord. Et donc, moi, j'ai choisi de vous montrer que des personnalités qui parlent donc de bonheur, donc des comédiens, des écrivains, et donc à qui on a demandé c'était quoi le bonheur. Parce que c'est pas facile de répondre finalement à cette question, parce que tout le monde le cherche, le bonheur. Et puis, comment on le définit? Alors, vous avez par exemple Albert Camus qui, lui, en fait, explique que là où il est le plus heureux, c'est quand il est sur une scène de théâtre. Vous avez Françoise Sagan aussi qui dit que c'est quand elle reçoit un caillou sur la tête. Donc vous voyez, on est là, voilà, on est heureux, le bonheur c'est ça, on est heureux parce qu'on se prend un caillou sur la tête. Vous allez voir, vous allez voir, mais c'est parce que c'est l'amour. Voilà, lui, Albert Camus va parler de son métier, Françoise Sagan parlera de l'amour, on fait un petit peu ce qu'on veut. Et donc dans le reportage, c'est ça. Mais alors on est beaucoup plus dans la confidence. On est même dans la retenue parce qu'on n'ose pas dire qu'on est heureux, de peur que ça nous est reproché. Et vous allez voir, on va commencer le reportage comme ça avec Albert Camus qui dit justement, en tout cas qui compare le bonheur au crime et il dit surtout ne l'avouez jamais. Regardez. Pour le bonheur aujourd'hui, c'est comme pour le crime de droit commun. N'avouez jamais. Ne dites pas comme ça, sans penser à mal, ingénument, je suis heureux. Car aussitôt, vous verriez autour de vous, sur des lèvres retroussées, votre condamnation. En fait, je suis de moins en moins fou et je suis tellement équilibré. Et au point de vue bonheur, très souvent, il faut que je touche le bois. Je suis superstitieux parce que j'ai parfois peur de mourir ou de crever d'excès de satisfaction. Et béatement, je mangeais mon gâteau lentement et puis je bourrais une pipe. Avec du tabac artificiel. C'était des glands, du chêne, des feuilles de chêne, etc. Et je fumais tout en lisant. Voilà ce qui était pour moi une après-midi de bonheur parfait. Petit bonheur deviendra grand. Pourvu que Dieu nous prête amour toujours. Il y a l'absence de malheur et puis il y a le bonheur. Oui. Alors je crois qu'on peut vraiment lutter très fortement et obtenir la réduction d'un très grand nombre de malheurs.
Et ça, c'est l'action politique quotidienne que nous devrions pouvoir tous mener. Le bonheur va bien aux femmes, il ne va pas très bien aux hommes. Ils sont trop nobles. C'est la sagesse qui va bien aux hommes, c'est pas le bonheur. Le bonheur, c'est rond, c'est comme un caillou. Ça vous tombe sur la tête et puis on est très heureux 2 ou 3 heures. On ne peut pas faire une pièce sur le bonheur parce que si on met en scène, c'est un gros caillou. C'est un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était tout en pleurs sur le bord d'un fossé. Je pense qu'on ne peut ressentir une impression qu'en montrant justement le malheur, quelque chose de très triste. Et alors, justement, cette aspiration au bonheur, alors, il devient concret. Alors à ce moment, on se dit ah oui, en effet, ce serait bien, la pauvre, elle est malheureuse, mais elle va avoir ça va être merveilleux. Ce que je voudrais vous dire, c'est que pour moi, chanter, c'est le plus grand bonheur du monde. Le plus grand bonheur du monde, c'est toujours celui que l'on a. Que ce soit une brune, une blonde, on est sûr que c'est celui-là. Un soir, en rentrant du tournage, j'avais le cœur qui battait anormalement. Et je me suis inquiété. Je je fume trop et je sais pas, je me suis arrêté et je tremblais. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai? Et je me suis aperçu que j'étais heureux. Quels sont les moments de la journée où vous êtes heureuse? Non, je suis heureuse quand je chante. Ça, je suis très heureuse. Et puis, dans la journée, peut-être 10 minutes. C'est déjà pas mal. Un petit goût de trop peu, comme d'habitude, hein, c'est bien ça, oui. Non, le bonheur, François Sagan, c'est comme un caillou, mais c'est rond, il n'y a pas d'aspérité, c'est ça qu'elle voulait dire. Oui, c'est vrai, mais ça vous tombe quand même sur la tête. Ah bah oui, comme l'amour. Mais ça fait pas mal, alors. Ça dépend du caillou. Ouais. On peut peut-être parler du CD qui est édité par Lina, Le Bonheur. Alors, c'est des conversations entre Jacques Chancel et Théodore Zeldin, philosophe anglais. En fait, Jacques Chancel avait consacré, sur France Inter, c'était en 1988, il avait consacré toute une semaine au bonheur. C'était ponctué comme ça par des personnalités. Vous reconnaîtrez Marguerite Duras ou Wolinski. C'est absolument passionnant. C'est que du bonheur. Merci beaucoup. Toute la fin de journée, je n'ai pas vu de tout en toi s'immiscer. Il faut leur rendre hommage à ces gens-là, parce qu'après tout, ils sont champions du monde dans ce domaine. Oui. Il y a des champions du monde. Les Français dominent les rallyes avec Sébastien Loeb, 9 fois champion du monde. Sébastien Ogier en ce moment qui est en quête d'un 5e titre. Alors ça, c'est le WRC, c'est l'élite mondiale dans la hiérarchie des rallyes. Mais il y a d'autres niveaux de rallye, et notamment le championnat de France qui débute ce week-end, le rallye Le Touquet-Pas-de-Calais. Donc ce sera sur asphalte. Alors pour rouler sur asphalte, sur route, parce que vous allez découvrir qu'il y a, si vous ne connaissez pas le rallye, qu'il y a plusieurs surfaces. Sur la glace, sur la terre, vous pouvez... Bon, dans l'herbe aussi, quand vous faites comme moi et que vous sortez un petit peu du circuit, ça arrive. Justement, je suis content que vous parliez de ça. Ça arrive. Et alors, pour rouler en rallye, William, non, toujours pas. Toujours pas. Non, mais c'est pour ça que je roule dans une familiale, j'ai pas de voiture de rallye. Pour rouler en rallye, il faut déjà avoir son permis. Alors, vous allez me dire, il faut, non, parce que dans tous les sports auto, on n'est pas obligé d'avoir son permis. Là, il faut avoir son permis de conduire. Non, vous êtes sur circuit, vous pouvez rouler sans permis. Sur circuit. En revanche, oui, que ce soit en voiture, en camion, ou non, il y a des motards. C'est même que là qu'on roule parce qu'on n'a pas notre permis. Quand on se le fait enlever, on peut aller sur le circuit. Il faut avoir... T'as pas été au bar des amis, là? Vas-y, mets une caméra, regardez c'est vrai, ça me fait plaisir, je suis soutenu. Voilà, donc, voilà. Le bar est ouvert à sortir, hein, voilà, ils sont là, ils discutent. Mais alors, quand on parle de bagnole, hop là, hein, ça les intéresse. Donc, votre permis, une licence sportive, vous acquittez d'un droit d'entrée pour rouler pendant les courses. Ouais. Il faut avoir une bonne voiture. Et après, pour apprendre à faire du pilotage, à rouler correctement, vous avez des écoles, des formations. Mais le mieux, c'est de se faire repérer par la Fédération française du sport automobile qui organise le Rallye Jeune. C'est une opération de détection. Sébastien Ogier et Sébastien Loeb sont passés par là. Et moi, j'ai eu une dérogation parce que c'est aux 18-25 ans. Non, c'est pour les jeunes. C'est pour les jeunes, moi. Ouais. J'ai eu le droit un peu. En plus, les jeunes qui ont le droit ensuite d'aller rouler pendant 1 an sur les championnats de France de rallye junior. Donc, bon, j'ai pas eu le droit d'aller au rallye junior. En revanche, j'étais dans la voiture qu'ils vont utiliser pour ces rallyes. C'était du côté du Mans. Il y a la FFSA Academy, la Fédération française du sport automobile Academy. C'est un centre de formation avec Nicolas Bernardi. Il a été vice-champion du monde junior, champion de France et aujourd'hui il est entraîneur national. Alors il m'a mis au poste de copilote et de pilote. Et il y en a un des deux dans lequel je suis moins doué que l'autre. Ah bon? Oui. Mais Grégoire, c'est quoi cette caisse? Je viens de faire un petit peu de rallye, je crois que j'ai besoin d'un petit cours de pilotage. Ah ouais, effectivement, là. Un bon cours de pilotage. Pas t'habiller, on va faire ça. Papillon de lumière sous
Alors, le rallye, c'est une discipline qui se court sur des routes traditionnelles, surtout des cols montagneux, des routes qui sont fermées pour l'occasion, pour les rallyes, et généralement plutôt assez sinueux. Après, ça se court avec des voitures de compétition, des voitures adaptées avec tous les éléments de sécurité, bien sûr, mais c'est des voitures qui, à la base, sont des véhicules de série améliorés pour la compétition. C'est quoi la grosse différence entre le pilotage rallye et le pilotage circuit? En rallye, tu connais quasiment pas ton parcours, donc c'est beaucoup d'improvisation. Allez, on refait un petit passage, puis après je voudrais que tu montes au volant. T'as vraiment confiance? Non, mais je pense que je suis obligé là. Okay. Non, je m'accroche quand même. On peut courir sur la terre, on peut courir sur l'asphalte, et on peut courir sur la neige ou sur la glace. Allez, c'est parti. Et après, j'ai plus besoin d'y toucher? Ok, j'ai calé. Ça commence bien. Vas-y, accélère. Ah, il y avait un call là. Oh putain, là on est parti dans le champ là. Attends, retour sur la piste. Là, il y a de la terre partout. Comment se déroule un rallye? C'est très simple. Il y a 2 jours qui sont consacrés aux reconnaissances, où les pilotes ont le droit de passer 2 fois sur la route, qui est ouverte à la circulation. Il y a une 3e journée qui est destinée aux essais, et ensuite 3 jours de course. Et là, il y a chaque journée 6, 7, 8 spéciales qui sont chronométrées, qui font entre 15 et 50 km. Lève le pied d'accélérateur en entrée de slalom. Elle va se placer très facilement, tu vois. Elle va glisser un peu, tu réaccélères. Tu vas corriger, quasiment remettre les roues droites. Le train arrière, il va chasser à droite, à gauche. Et normalement, tu n'auras pratiquement pas besoin de tourner le volant. Accélère. Vas-y. Lève le pied et tu tournes. Allez, accélère. Lève le pied. Accélère. La vitesse moyenne, c'est entre 80 et 120 km/h, mais les pointes de vitesse peuvent atteindre 200-220 km/h, même sur la glace. C'est pas mal, hein, honnêtement, hein, c'est sûr. Moi, ce qui me plaît vraiment dans le rallye, c'est l'improvisation et c'est jamais vraiment savoir exactement ce qui nous attend derrière le virage, derrière le rocher, et c'est du coup savoir improviser. Tu vas monter un coup en copilote et tu vas essayer de me dire les notes pour voir un petit peu. Ah, génial. J'aime pas lire en voiture d'habitude. 80 mètres derrière cône. Dans une voiture de rallye, il y a un pilote, bien entendu, mais il y a aussi un copilote. Le rôle le plus important du copilote, c'est d'écrire toutes les indications que le pilote lui donne pour prendre les notes de chaque virage et de lui restituer pendant la course à haute vitesse. Sur gauche 120 long, sur goudron, droite insignifiant, gauche 80, ouverture sur 110. Sans le copilote en rallye, c'est impossible de faire un résultat. Ouais, t'es pas mal en copilote. Hein. En fait, faut loucher, faut avoir un œil sur la route, un œil sur les notes. Franchement, le truc était vraiment bien, tu vois, je pensais même pas qu'il y avait un copilote amateur à côté. C'était vraiment top. Ça me fait plaisir. En fait, la bonne place, pour moi, elle est là, copilote. Il faudrait nous le montrer. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Alors, 2 choses. Qu'est-ce qu'il y a comme revêtement sur le volant? C'est une sorte de nubuck. Vous avez des gants après, donc c'est très agréable. Il faut quand même être confort hein, quand vous roulez. Vous êtes dans ce siège baquet. Il a l'air un peu comme ça. Vous êtes comme ça. Non mais la voiture, vous faites corps avec la voiture. C'est assez génial. Vous sentez tout ce qui se passe dans l'arrière-train, dans les bras. Les bras, c'est les roues avant. C'est vraiment une expérience fantastique. C'est un petit levier. C'est un manche à balai, dites donc. Pour moi, oui. Hein, mais pour quelqu'un de normal, c'est un levier de vitesse. Hein, mais moi, en fait, vous aviez l'impression qu'il était assis. Non, il est sur un escabeau. J'avais un bottin sous les fesses. Non, William, je voudrais saluer 2 garçons, Adrien Fourmeau et Dorian Moustin, qui sont les 2 lauréats. C'est les 2 lauréats du rallye jeune qui vont rouler sur le championnat de France junior et qui ont gagné. Et regardez si vous avez des jeunes, des adultes qui veulent être dans le rallye, parce qu'on va bientôt y avoir les inscriptions pour cette fameuse opération de détection. Bon, voilà. J'y retourne. En tout cas, bravo. Merci beaucoup. Allez.